Bonjour à tous, merci d'être ici aujourd'hui pour la dernière conférence du jour pendant la fête de la science. Donc cette année, je vous rappelle que le thème de la fête de la science, c'était raconter la science, imaginer l'avenir. Alors pour cela, nous sommes très heureux, nous la médiathèque, d'avoir pu mener un partenariat avec les éditions ActuSF, les fameuses éditions chambériennes de science-fiction. Que nous remercions beaucoup d'être là et de nous avoir aidés à mettre en place ce projet. Projet pour lequel nous accueillons aujourd'hui Sylvie Lenné, auteure de science-fiction, et Richard Taillet, scientifique éminent. Scientifique, oui. Physicien, je crois. C'est ça. Voilà, donc tous les deux, ils vont débattre sur le sujet. Et voilà, je leur laisse la parole en vous remerciant infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'être venus. Le thème de ce débat, c'est donc science et fiction, donc science-fiction. L'idée véritablement de nos échanges, c'est de voir un peu comment la fiction s'inspire de la science, ou comment de temps en temps les auteurs et les autrices mettent un peu de science dans leur fiction, ou parfois beaucoup. Et puis parfois aussi de se demander si la science ne s'inspire pas aussi un peu de la fiction de temps en temps. Et quels sont les liens. On l'a dit, donc Richard Taillet à mes côtés, donc chercheur en astrophysique, qui a aussi une excellente chaîne YouTube, avec par exemple la science dans Interstellar. Donc voilà, avec pas mal de petites vidéos très intéressantes. Puis à un moment, il fait parler des chaussettes. Enfin voilà, je vous laisse aller voir comment un scientifique met des chaussettes en scène. Et on va en parler. Et puis à ses côtés, Sylvie Lenné, donc autrice de science-fiction, elle aussi chercheuse, alors du côté de Lyon 3, pour le coup. Alors que Richard est plutôt du côté de l'université Savoie-Mont-Blanc, à Lyon 3, donc chercheuse en sciences de l'information et de la communication. Peut-être pour commencer, vos rapports, vous, entre science et science-fiction, est-ce que vous lisez de la science-fiction? Évidemment pour Sylvie, mais peut-être pas pour Richard. Et est-ce que vous vous inspirez de la science? Quel est votre regard sur les liens entre les deux? Alors, est-ce que j'en lis? Oui, tu as répondu. J'en lis énormément et depuis très longtemps. Et j'aime toujours autant la science-fiction. Et je suis persuadée d'ailleurs que c'est la science-fiction qui m'a donné le goût de la science. Parce que la science-fiction, elle se donne énormément de liberté dans la manière d'envisager les choses, dans la manière d'imaginer dont le monde peut changer. Et cette liberté-là, je l'ai retrouvée avec la science. Je partirai bien tout de suite sur une grande considération un peu philosophique. Mais quand on apprend la science à l'école, en tout cas moi le souvenir que j'ai de la manière dont on m'a appris la science quand j'étais petite, j'ai eu l'impression d'apprendre tout un tas de choses certaines, incontestables, dogmatiques à la limite, qui étaient des certitudes. La science a dit ça, et puis voilà, c'est sûr, c'est vrai. Et en fait, plus j'ai plongé dans l'univers scientifique en devenant chercheur, plus j'ai compris que la science, justement, c'était le contraire d'un ensemble de certitudes. Les lois scientifiques, c'est des lois réfutables, par définition. Ça veut dire que n'importe quelle loi scientifique est exprimée et construite sur un principe qui fait qu'un jour, on peut s'apercevoir qu'elle est fausse. Et donc, la science, c'est quelque chose qui évolue en permanence. On peut toujours mettre à la poubelle une loi scientifique. La science, c'est quelque chose de vivant. Rien n'est figé, rien n'est définitivement acquis. Et la science l'avait compris, la science-fiction l'avait compris depuis longtemps, a fait des remises en question très tôt, surtout, mais la science, ça marche pareil en fait. J'ai peut-être pas répondu à toutes tes questions, mais je vais laisser parler un peu Richard. Tu vas pas être d'accord, donc en plus ça va... Alors d'abord, juste, est-ce que j'ai de la science-fiction? Bah oui, j'en lis... pas mal en ce moment, j'en ai lu beaucoup, je lisais en fait exclusivement ça depuis que j'étais ado pendant 10 ans, on va dire, voilà. On a l'impression que j'étais ado pendant 10 ans, mais ouais, c'est le cas en fait. Bon, bref, donc oui, j'en ai lu beaucoup et c'est effectivement essentiellement pour moi un plaisir. Après, mon rapport à ça dans ma vie professionnelle, très honnêtement, dans mon métier d'astrophysicien, ça ne me sert pas à grand chose, on peut en reparler.
Dans mon métier d'enseignant, là en revanche, oui, c'est parce que ça me fournit un point d'accroche qui est extrêmement fort pour commencer à parler aux étudiants ou au grand public, en montrant des extraits de films, en parlant de livres, et en disant, bah voilà, vous voyez là-dedans, on parle de ce phénomène scientifique, bah on va le décortiquer ensemble. Donc pour moi, c'est vraiment un prétexte. La science-fiction comme effet de vulgarisation, porte d'entrée pour de la... C'est ça, voilà, avec tout ce qu'elle peut dire de très juste ou de très faux, en fait, peu importe. Donc on peut en parler ensemble et avoir un regard critique sur ça. Sylvie, la science-fiction te semble un petit peu avoir ce rôle-là de vulgarisation? Oui, sûrement. En tout cas, elle peut éveiller un intérêt pour la science. Maintenant, je ne pense pas qu'on fasse un travail de vulgarisation au sens où on a le droit d'inventer. Il y a une expression que j'aime bien, je crois qu'elle est de moi, mais tant pis, je vais me citer. Je ne sais même plus quand je l'ai dit. On a le droit de faire des enfants illégitimes à la science. On lui fait des petits bâtards. Et quand on écrit, on n'est pas obligé d'être scientifiquement correct, justement parce que la science, c'est quelque chose qui est dynamique et fluctuant, pas aussi stable. Il y a des théories qu'on jette à la poubelle de temps en temps. Je vois que Richard me regarde d'un air très inquiet. Il y a quand même ne serait-ce que quand Einstein a construit sa théorie de la relativité, il y a eu des grandes étapes comme ça, il y en a eu de multiples. La physique quantique a été un bouleversement par rapport à une forme de physique antérieure. Je ne dis pas qu'on a tout jeté à la poubelle, c'est pas ce que je veux dire, mais on a été obligé d'étendre la portée d'un certain nombre de lois qu'on avait mis en place et qui ne fonctionnaient que dans des petits contextes réduits finalement. Donc ça y est, je suis en train d'oublier ta question. Sur la science-fiction, en effet, de vulgarisation de la science. Alors après, est-ce que la science-fiction fait de la vulgarisation? Ben justement, non, au sens où un de ses intérêts, à mon avis, c'est d'aller au-delà de la science qu'on connaît, ou d'essayer d'extrapoler, et donc de mélanger hardiment des choses que l'on considère comme vraies en 2019, et des choses que peut-être on considérera comme vraies en 2100 ou en 2200. Du coup, on ne peut pas nous faire une confiance totale. Mais on parle de choses, d'objets, on a des questionnements qui parlent à la science, enfin qui ne sont pas, par rapport à d'autres formes de littérature, uniquement centrés sur la vie quotidienne contemporaine ou des sujets qui seraient très très proches de nous. Ça nous donne une ampleur de vision qui nous donne une énorme liberté. Juste, parce que je m'aperçois effectivement, je fronçais les sourcils tout à l'heure quand tu parlais, parce qu'il y a quand même un danger aussi. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur le fait que la science évolue, mais quand on en parle comme ça, je pense qu'il faut prendre un peu des gants, ne pas laisser penser que toutes les affirmations se valent non plus. Et en fait, c'est quand même, il y a un doute en science, mais un doute qui est contrôlé, qui est formaté, et chacun chez soi en fait peut exercer ce doute et puis s'apercevoir qu'effectivement telle théorie est plus valable que telle autre en fait. Et je veux aussi rebondir sur un autre point. Je pense qu'il y a aussi un malentendu parfois, c'est pas chez toi, hein, mais de manière générale, quand on parle de la science dans la science-fiction. En fait, dans la science, il y a deux aspects. Il y a l'aspect savoir, comprendre le monde qui nous entoure, voilà, quelles sont les lois qui régissent le monde dans lequel nous entoure. Et puis un aspect plus prospectif, plus technologique. Voilà. Qu'est-ce que ça nous fait faire en fait? Le fait de comprendre le monde, qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qu'on peut construire. Très souvent, la science-fiction, elle est quand même basée plutôt sur ça. Moi, j'ai rarement vu de la science-fiction qui se basait sur quelles sont les lois de notre monde à nous, en fait. Et de fait, quand on parle de science, on pense souvent à des choses modernes, mais connaître la façon dont Galilée faisait tomber des corps du haut d'une tour, c'est de la science, quoi. Et c'est pas une science qui est révolue. On peut toujours faire tomber des objets du haut d'une tour, comprendre ce que ça veut dire, on peut toujours essayer de refaire son raisonnement. Et la science, en fait, pour la plupart des scientifiques au quotidien, c'est ça. C'est essayer de mettre à l'épreuve le monde et de voir les règles qui les régissent. Et dans la littérature, c'est pas forcément ce qui est le plus facile à mettre dans une histoire ou utiliser pour faire rêver les gens non plus. Hein. Et puis, tant qu'à prendre des précautions, je voulais dire aussi que quand on parle de science, on parle très facilement, et surtout à propos de science-fiction, de physique ou d'astrophysique. C'est vrai que c'est la science la plus anciennement constituée.
qui a été une des premières à se définir en tant que science, à définir des processus de validation. Mais dans nos connaissances scientifiques, il y a aussi toutes les sciences humaines, il y a aussi l'économie, les sciences politiques, le droit, et tout ça c'est de la science. Et c'est très intéressant aussi de creuser des pistes scientifiques en dehors des sciences dures classiques. Et dans d'autres domaines que la physique, je me souviens avoir lu des nouvelles extraordinaires qui avaient pour base des mathématiques pures, très abstraites. On peut vraiment prendre toutes sortes de sciences pour jouer avec. Comment, alors, si on a validé que la science-fiction aime bien jouer avec la science et parfois tirer, comment est-ce que toi, la science, tu l'intègres dans ton travail d'autrice? Alors moi, je me suis aperçue d'une chose assez étonnante, c'est que j'avais quand même pas mal de difficultés à écrire sur des sujets que je connaissais trop bien, parce que ça bridait mon imaginaire. Du point de vue des thématiques de science-fiction, le thème dont je suis scientifiquement ou culturellement le plus proche, c'est le thème des intelligences artificielles, parce que je viens de l'informatique, parce que je travaille sur des sujets du type représentation des connaissances, raisonnement. Ça rejoint l'intelligence artificielle. Du coup, j'admire d'autres auteurs qui sont capables d'imaginer des intelligences artificielles conscientes d'elles-mêmes, ayant leurs propres pulsions, des envies de prendre le contrôle. Mais moi, il y a des tas de choses auxquelles je ne peux pas croire, parce que je connais trop bien le sujet et la manière dont on construit actuellement les intelligences artificielles. Ça bride mon imaginaire. Alors que dans des domaines où j'ai une petite culture scientifique de surface, et puis je peux creuser, j'en sais juste assez pour pouvoir lire des articles et les comprendre, eh bien, je me suis régalée à écrire sur la biologie, sur la minéralogie, sans être du tout une spécialiste du domaine. Alors j'ai quand même fait des choses avec l'intelligence artificielle. Je vais pas garder... Si je peux garder le micro un petit moment. Alors j'ai fini par le faire. J'ai écrit une nouvelle où je mettais en scène des intelligences artificielles pas si éloignées de celles qu'on peut côtoyer, puisque c'était dans l'environnement domotique d'une maison super équipée. Et je voulais rester sur la frontière, puisque actuellement on se demande souvent si les intelligences artificielles vont prendre le contrôle. On se pose des tas de questions mélangées à propos des intelligences artificielles. Est-ce qu'elles auront leur propre volonté? Est-ce qu'elles sont conscientes de ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles vont discuter entre elles derrière notre dos, avoir leur propre projet? Et je vous disais, moi j'y crois pas. Mais en même temps, où est-ce que peut se nicher le doute? Alors, pour revenir à un informaticien et un scientifique célèbre, il y a Alan Turing qui a inventé une manière dont on peut poser la question: est-ce que je sais si j'ai une vraie intelligence en face de moi? C'est ce qu'on appelle le test de Turing, qui consiste en gros à dialoguer via un écran et un clavier. Si on n'arrive pas à détecter que la créature en face est artificielle, eh bien c'est qu'elle est intelligente. J'ai repris un peu quelque chose sur ce principe-là en mettant en scène des petites créatures domotiques dans une famille qui les adore et qui veut que leur personnalité propre puisse se développer. C'est pas une nouvelle très sérieuse, hein. Je me suis beaucoup amusée à l'écrire. Et en fait, je me suis aperçue que la seule manière dont la question pouvait être tranchée, enfin dont on pouvait avancer sur la question, c'était lorsque les intelligences artificielles se mettaient à faire des bêtises. Et que finalement, si on les avait conçues pour être des créatures extrêmement efficaces, organisées et performantes, il y avait peut-être qu'au moment où elles se mettaient à faire des choses un petit peu décalées et étranges qu'on pouvait réellement se poser la question de leur motivation et de leur intelligence propre. Donc, je ne vais pas tout raconter, mais juste je vais vous dire que quand on a un réfrigérateur qui commande des magnettes pour se faire beau et qu'il se fait faire des selfies avec la complicité de l'aspirateur et le chat qui va mettre les selfies sur les réseaux sociaux,
eh bien, on commence à se demander s'il n'y a pas un petit peu d'intelligence dans les intelligences artificielles. Parce qu'elles sont bêtes. Bon, donc on peut jouer avec son propre domaine. Quel est votre regard, ton regard, Richard, justement, sur tous les créateurs qui s'emparent de la science pour raconter des histoires? Est-ce qu'en tant que scientifique, on a conscience que ce qu'on produit comme objet de recherche, ça peut aussi devenir des histoires par ailleurs? Moi, ça me fait ni chaud ni froid dans un certain sens. Enfin, la production scientifique, c'est une production qui, dans une large mesure, est du domaine public. Et si effectivement elle entre à ce point dans la culture pour que les gens s'en emparent et puis fassent des histoires avec, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, c'est une bonne nouvelle si effectivement c'est les bonnes, on va dire les bonnes théories scientifiques, etc. S'il commence à y avoir beaucoup de gens qui mettent du platisme, la Terre plate, la théorie de la Terre plate dans des histoires et que ça devient un petit peu aussi répandu qu'on aura l'impression que c'est une théorie qui a pignon sur rue, ça commencera à me poser problème. Mais on sort du domaine de la science, là c'est plus le domaine de la légitimité. Voilà. En fait, ma question c'est plus sur en astrophysique ou en astronomie. Alors souvent quand on lit des journaux scientifiques, vous avez par exemple quand on parle des exoplanètes, des artistes qui mettent en scène un petit peu les exoplanètes telles qu'elles pourraient être, puisqu'on n'a pas de photos éventuellement. Mais est-ce que vous avez conscience en tant que scientifique d'être presque un producteur de futures images comme ça? Non, parce que c'est pas le cas en fait, c'est pas du tout le cas. Ce que produisent les scientifiques, vraiment, c'est des données, c'est de la connaissance, c'est des statistiques. Voilà, il y a tant de pourcents de chances que telle planète soit habitable, à la limite, tant de pourcents on peut discuter, mais voilà. Il y a tant de planètes telluriques découvertes dans notre galaxie, ça c'est des chiffres, voilà, qui ont telle atmosphère éventuellement, qui pourraient ressembler à telle planète chez nous, voilà, éventuellement. Mais après, en faire autre chose, commencer à en faire des images, etc., ça non. Vous verrez jamais dans un article scientifique sur les exoplanètes, par exemple, vous verrez jamais un dessin d'artiste. En revanche, dans des revues de vulgarisation, ils sont obligés de le faire. Donc, du coup, je vais prendre une autre casquette qui est plutôt celle du vulgarisateur que celle du scientifique qui essaye d'avoir le temps de produire de la science. Donc, effectivement, quand on essaye de vulgariser, là, on est content que des gens aient fait ce travail de s'être emparés des théories et puis d'avoir raconté des histoires, d'avoir fait des images, etc. Donc c'est vraiment important pour faire le lien, parce que ça, les scientifiques, ça, ne savent pas le faire. Il y en a quelques-uns qui ont effectivement les deux chapeaux, qui savent écrire et faire de la science. Il y en a qui savent dessiner et faire de la science, mais pour la plupart des gens, c'est pas le cas. Moi, j'en suis incapable, je suis incapable de le faire. Donc c'est vraiment c'est un écosystème, les vulgarisateurs, les artistes et les scientifiques, tout ça, ça forme vraiment un écosystème qui est en interaction et chacun a son importance là-dedans, c'est absolument clair. Je veux dire, pour la vie des théories, pour la vie et la vie de la culture scientifique aussi. Oui, je dis nous scientifiques, si on met tous les deux cette casquette-là pendant une fraction de seconde, la science nous procure de la joie, de l'excitation, c'est plaisant. C'est un métier qu'on fait par passion, pas pour gagner de l'argent. Oui, on fait vraiment ça par passion. Et c'est une passion qui est assez difficile à communiquer. C'est un peu frustrant. Faire partager le goût qu'on a pour la science à des gens qui l'ont jamais éprouvé, à des gens qui ont des a priori du style « moi les maths je suis complètement allergique », et c'est quand même assez fréquent. Ça coupe assez vite, on ne sait plus comment transmettre. Alors que, comme tu le disais, avec l'art, avec l'illustration, avec la littérature, on trouve des passerelles pour communiquer notre enthousiasme. Et on en a besoin de ces passerelles. Et j'ai l'impression qu'elles marchent. J'ai d'autant plus l'impression que c'est ce que je disais tout au début. Moi, mon goût pour la science, je suis sûre qu'il est né de la science-fiction. Quels sont, si je vous donne la casquette maintenant enseignant, tu parlais tout à l'heure de t'appuyer sur certaines œuvres pour vulgariser, pour travailler avec les étudiants. Quelles sont les œuvres que tu utilises? J'ai vu une vidéo sur Interstellar, notamment sur la science. C'est un bon exemple d'un film qui vulgarise ou qui applique à peu près les théories scientifiques aujourd'hui? Alors, Interstellar, je ne le mettrais pas comme un exemple, parce que c'est en fait un unique exemplaire plutôt d'un film dans lequel la science joue un rôle. Le réalisateur a essayé de faire quelque chose qui soit le plus proche possible d'une réalité scientifique, qui est en même temps spéculative.
C'est-à-dire qu'il fait appel à des théories dont on n'est pas sûr qu'elles soient valides. Il a fait appel à Kip Thorne, qui est aujourd'hui prix Nobel, qui est devenu prix Nobel après pour ses travaux scientifiques. Donc c'est vraiment un objet très spécial, Interstellar. C'est vraiment là de ce qu'on appelle de la hard science, mais poussé à son comble, quoi. Donc effectivement, j'ai déjà eu l'occasion de le commenter, mais c'est peut-être plus facile pour aborder certaines questions scientifiques de prendre des films un peu plus légers, dans lesquels effectivement la science est aussi présentée, mais de façon peut-être avec plus d'humour, avec plus d'erreurs aussi, parce que l'air de rien, les erreurs, on apprend en faisant des erreurs. Hein. Quelqu'un qui fait jamais d'erreurs, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien appris. Hein. Donc voilà. Donc avec les étudiants, c'est pas mal, au lieu de les lancer eux dans le mur et de leur faire des erreurs, de leur montrer les erreurs d'autres. Dans des films qui ne sont pas là non plus pour être des trucs rigoureux, donc c'est pas grave, on fait de mal à personne. Vous voyez, dans ce film-là, on nous montre ceci comme ça, je vais vous le montrer, on va regarder ensemble pourquoi est-ce que c'est pas le cas. Et du coup, voilà, de manière un petit peu fourbe, on fait faire de la science une réflexion scientifique aux étudiants. Et quel film vous utilisez? J'en utilise plein, moi ça va de La planète des singes, il y a plein de choses à dire avec ça. Il y a évidemment 2001, il y a tous les nanars des années 70, des gens en cosmonautes soutenus par des câbles, il faut croire qu'ils sont dans l'espace, qui sont attaqués par des pieuvres à 12 tentacules. Il y en a vraiment beaucoup, quoi. En fait, toute la terre, même les tout débuts, Frau Inbound, L'homme sur la lune de Fritz Lang, des années 1920, un truc comme ça. Tout le spectre, en fait, dans tous les films où il y a le mot science qui est prononcé, il y a quelque chose à en tirer, en fait. Donc, je ne tourne pas sur 3-4 films. Au contraire, moi, j'aime bien que ce soit l'occasion aussi, quand j'ai à parler d'un truc nouveau, d'aller regarder un nouveau film. Comme ça, je peux être dans mon canapé et puis dire, je travaille là, je prépare. Tu fais pareil, toi, Sylvie, dans tes cours. Donc, toi, plutôt sciences de l'information et de la communication. Je n'ai jamais réussi à le faire. J'arrive à rejoindre la littérature par d'autres biais. Je parle de l'évolution des processus de l'édition à l'ère du numérique, par exemple. Mais j'étais en train de me dire, il y a une époque où j'ai fait pas mal de linguistique, j'ai fait du traitement automatique des langues, et s'il y avait un film que j'avais envie de recommander à mes étudiants pour aborder la question du langage, de la pensée, et surtout de la manière dont ce langage façonne notre rapport au monde, vous avez peut-être compris duquel j'allais parler, c'est Premier Contact. Ce film est absolument extraordinaire. Vraiment, si vous n'avez pas eu l'occasion de le découvrir,